Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de quoi des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler Web3, NFT, fondation de société, cofondation, dans un domaine où tout est à faire, où il y a encore rien, où tout change de mois en mois, mais pas, on va pas parler crypto dans le sens spéculation, plus-value, achat d'images, qu'on dirait qu'elles ont été faites par un enfant de 8 ans et qui sont revendues pour des dizaines de milliers d'euros. Non, on va parler vraiment du côté entrepreneuriat et du Bye Bye Patron. Avant de démarrer donc l'épisode avec Camille, donc on passe d'une Camille à une autre. Donc Camille aka l'investisseuse éclair la semaine dernière, on a eu des écoutes de fous furieux. Merci à elle, merci à sa communauté. Si vous êtes nouvelle sur ce podcast, donc le podcast s'appelle Bye Bye Patron et on traite de tout ce qui concerne le Bye Bye Patron. Donc le plus souvent, c'est un peu ma spécialité ou ce dont je parle le plus sur les réseaux, c'est d'immobilier. Donc j'interview ou je parle tout seul, je traite d'un sujet qui est en lien avec l'immobilier. Donc quand j'interviewe, c'est des personnes qui ont des parcours inspirants, qui ont des spécificités dans l'immobilier. Donc ça peut être des artisans, des investisseurs long terme, court terme, des achats-reventes, etc. Des parcours en tout cas inspirants d'investisseurs. Voilà. On fait aussi des épisodes sur la bourse. On va en faire un très prochainement avec quelqu'un de très calé que je salue et qui se reconnaîtra. Et puis sinon, de temps en temps, j'aime bien faire des épisodes de crypto. J'en avais fait un il y a un mois avec Antoine de Crypto Guys. L'épisode, il a aussi super bien fonctionné, donc j'ai vu que ça intéressait vraiment l'auditoire, je pense qu'on dit. Et et Antoine, il nous avait recommandé comme invité Camille de Peretti, qu'on va avoir sur ce podcast. Et Camille, alors en fait, elle coche beaucoup de cases pour être une invitée exceptionnelle sur le podcast. Déjà, c'est un mélange de la jeunesse, elle est dans un secteur qui est tout nouveau, elle a cofondé avec 6 personnes, donc ils sont 6 pour cofonder une société dans le Web3. Alors le Web3, il y a 6 mois, c'était un mot qu'on connaissait même pas, qui était pas encore arrivé, et maintenant donc c'est un tout nouveau domaine. Donc j'ai adoré faire cet épisode avec Camille. Et alors autant quand on parle d'immobilier, de bourse, je connais assez bien, la crypto je connais un peu. Là le Web3, les NFT surtout, en fait les applications, pourquoi est-ce que les sociétés contactent la société de Camille. Tout ça c'est un domaine tout nouveau et donc je vais apprendre en même temps que vous. Voilà. Avant de démarrer, j'en avais parlé la semaine dernière, mais donc avec mon associé en immobilier, Michel, on a un club d'investisseurs qui s'appelle le Club Invest. Si vous voulez nous rejoindre, donc en fait on aide les personnes à acheter leur premier, donc au singulier, au pluriel, investissement immobilier, et puis on parle de plein d'autres choses. Voilà, on a un petit groupe, on a 8 membres. Il y a des membres maintenant qui sont un peu matures, qui ont leurs premiers investissements qui sont bouclés, donc on a ouvert des places supplémentaires. Si vous voulez nous rejoindre, clubinvest.fr, et on a créé un Trustpilot. Donc Trustpilot, c'est en fait un endroit où les personnes les personnes qui ont acheté chez vous mettent des revues, et donc on a des membres qui ont laissé des avis. Donc je vous mets le lien Trustpilot dans la description du podcast pour que vous voyez les bienfaits qu'ils en ont tirés. Merci aux membres qui ont pris le temps de nous déposer un commentaire. C'est vraiment une joie d'échanger quotidiennement avec vous. Voilà, donc ça va pas être l'épisode le plus orienté investissement. Là, on va vraiment parler d'un côté entrepreneuriat et aussi d'un secteur tout nouveau. Si je vous dis que quelqu'un a une société, j'en sais rien, un restaurant, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Là, on est vraiment dans un monde qui change tout le temps. D'un mois à l'autre, tout est différent. On a du mal à prévoir le futur et ça crée en fait un écosystème que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper enrichissant. Et donc, j'étais ravi de passer ce moment avec Camille. Et juste avant le jingle, encore félicitations à Nasreddin qui m'a écrit cette semaine sur Instagram pour me dire que grâce au podcast, et je suppose pas que grâce au mien, mais notamment grâce à mon podcast, il a pu acquérir, alors je vais pas vous faire le détail, peut-être qu'il veut pas qu'on l'expose, mais qu'il a fait ses premiers achats et visiblement il est parti super vite et super fort. Donc Nasreddin, félicitations à toi. Et merci également à toutes les personnes qui ont partagé leurs ressentiments ou qui m'ont transmis leur retour concernant pas l'épisode avec Camille, mais l'épisode encore d'avant avec Damien de Fury Construction. Franchement, c'est un épisode, je pense, qui vous a mis un peu une claque à tous.
On voit, donc Damien, il avait eu un accident de moto, ça aurait pu, puis ça visiblement c'est quand même handicapant pour lui. Et malgré ça, il a pu voyager beaucoup, faire ses projets, construire ses maisons seul ou avec sa femme. Donc j'ai eu plusieurs dédicaces, notamment de Romain, qui m'a souligné que c'était très intéressant d'avoir un investisseur qui fait les travaux seul, parce que c'est vrai que les investisseurs, et dont je fais partie, on fait très très peu de travaux, parce que quand on essaye d'enchaîner les acquisitions, on n'a pas le temps de faire les travaux, et puis après on n'a pas tous le talent. Damien, lui, il a pris le temps et puis il fait des achats-reventes, donc c'est un peu différent. Et donc c'est vrai que c'est un autre côté de l'investissement qu'on n'a pas toujours, alors qu'en fait c'est hyper lié, les travaux et puis les investissements rentables. Mais justement, grâce à Damien, on a vu qu'on peut être investisseur et bricoleur. Et aussi, on a eu Nix, je sais pas comment on prononce ça, qui a aussi félicité encore Damien pour son parcours et qui va en plus se lancer dans son activité de marchand de biens. Voilà, écoutez, merci pour vos retours. N'hésitez pas à me faire des retours n'importe quand via Instagram ou par email info@byebyepatron.net. On est parti avec Camille, jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on repart dans le monde des cryptos et même plus particulièrement celui des NFT avec Camille. Salut Camille, comment ça va? Salut Thibaut, super bien et toi? Ça va très très bien, je suis ravi de t'accueillir. Donc c'était Antoine qui nous avait mis en relation, donc on le salue. Et épisode avec Antoine qui avait super bien marché, même ma mère elle m'a dit ouais, comment on fait pour les cryptos là? Est-ce que je pourrais pas investir dedans? Donc en tout cas la vulgarisation a fait son effet et puis la petite pub pour Antoine a visiblement touché un peu tout le monde. Donc voilà, alors Antoine, c'était comment débuter dans la crypto? Avec toi on va aller un peu plus loin, donc dans le joyeux monde des NFT. Donc, t'es pas tout le monde, tout est relatif, mais t'es plus jeune que moi en tout cas. Et donc, en général, je demande aux gens de présenter leur première expérience professionnelle, mais toi, c'est un peu tous ces liés en même temps et avec ce que tu fais maintenant. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement quelle est ton activité et pourquoi tu es sur le podcast aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Alors moi, j'ai eu une expérience de product manager dans le web. Donc, en gros, j'étais responsable de la coordination d'équipe pour construire des logiciels, des sites Internet, des produits avec de l'IA. Donc, je coordonnais les équipes de développeurs, de designers, de marketeurs, etc. Et puis, j'ai eu la chance, il y a quelques mois, de tomber dans le trou du lapin, comme on l'appelle, de la blockchain. Donc Antoine de Crypto Guys, lui, il y est rentré via la finance et les crypto-monnaies. Moi, j'étais déjà investisseuse du dimanche, voilà, depuis 2017. Mais j'y suis tombée, moi, vraiment grâce aux NFT. Et voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc les NFT, sont des tokens non fongibles, des titres de propriété numérique, en fait, en gros, inscrits sur la blockchain, qui est une sorte de base de données inviolable. Et voilà, et en fait, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres depuis l'été dernier. Et nous, on a cofondé une société, voilà, avec mes associés développeurs en septembre 2021. Et c'est de ça dont on va parler, j'imagine. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise qui s'appelle le Blocks Lab 42? En fait, on aide les entrepreneurs, les marques et les artistes à rentrer dans le Web 3. On est une équipe technique de développeurs et donc on écrit sur la blockchain des smart contracts qui permettent de créer notamment des NFT, des crypto-monnaies, ce genre de choses. Et on construit voilà tout le côté web qui permet de discuter avec la blockchain. Et c'est ce qu'on appelle du coup le Web 3, un web plus où en plus de pouvoir lire le web et de pouvoir construire le web, d'écrire des choses sur le web, on peut aussi avoir de la propriété dans le web grâce aux NFT. Voilà. Donc en gros, on a surfé sur cette révolution et on a créé une nouvelle boîte. On était déjà dans ce qu'on appelle le Web 2 et on est arrivé dans le Web 3. Voilà, j'espère que c'était compréhensible. Voilà, donc pour les super novices, il y a des gens qui sont avancés, mais pour les super novices, donc les NFT, c'est vraiment donc un actif numérique. Actif, t'appelles, c'est ça, je sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, c'est
un actif numérique que tu possèdes et qui est non fongible. Donc, par exemple, le blé, c'est fongible. 1 kilo de blé, c'est égal à 1 kilo de blé où que tu sois. Quand c'est non fongible, c'est genre la Joconde, c'est non fongible. Voilà, si tu as un tableau de la Joconde, eh ben, c'est pas la même chose que juste une toile avec de la peinture. Ouais, t'es un expert en fait. Ok. Moi, je suis pas un expert, je suis pas là-dedans. Mais voilà, on va essayer de vulgariser. Et le Web3, par contre, alors là, je suis pas du tout expert. C'est un mot, j'ai l'impression que ça fait genre 6 mois que ça existe, enfin, avant qu'on n'en parlait pas. Donc, le lien exact entre Web3, NFT, il y a aussi un lien métaverse ou pas du tout? Ouais. Ouais. Euh, C'est, comment moi je l'ai compris, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, voilà, c'est tout nouveau et c'est aussi en train de se construire pendant qu'on en parle, tu vois. Mais comment moi je le vois, en gros, dans les années 90, 80-2000, il y avait le Web 1, c'était donc Internet, où en fait tu peux lire de l'information. Donc c'est typiquement des sites comme Yahoo, des sites d'information, ça pourrait être, je sais pas, lemonde.fr aujourd'hui. Donc, tu peux accéder à des URL et lire uniquement de l'information. Ensuite, à partir des années 2000, on va dire, et jusqu'en 2020, on va dire, il y a eu ce qu'on appelle le Web 2, où là, en plus de pouvoir lire de l'information, y accéder via des URL, tu pouvais aussi écrire de l'information, c'est-à-dire en fait collaborer, donc créer très facilement tes propres sites internet. Et l'exemple le plus parfait du Web 2, pour simplifier, c'est vraiment les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde peut créer son espace, y uploader son contenu, ses photos, son identité, etc. Dans le Web 2, il y a aussi l'aspect mobile. Voilà, c'est un peu les deux révolutions en même temps. Exact. Qui permettent d'écrire. Et puis le Web 3, donc en plus de lire, écrire, maintenant on peut posséder des choses numériques. Voilà, c'est ça la révolution principale du Web 3. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Si on regarde sur Wikipédia, c'est vraiment, vraiment plus complexe. Mais bon, en simplifiant, c'est ça. Et donc, en fait, on peut dire que le Web3, c'est fortement lié à la blockchain. Ça peut exister sans, il y a d'autres façons de le faire, mais bon, pour simplifier, c'est lié à ça. Et ça peut être lié aussi au métaverse, dans le sens où le métaverse, une des définitions, c'est un Internet immersif et décentralisé. Et donc, voilà, si on parle de décentralisation, il y a toujours la blockchain, donc pas loin du Web 3. Et le côté immersif, là, par contre, c'est le côté réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., potentiellement. Et donc, ça, c'est encore plus que le Web 3, tu vois. Je dirais que c'est voilà. Voilà. C'est la suite, ok. Ok, super. Et dans ce métaverse, on peut posséder des objets comme on possède des objets dans la vraie vie. On en vient au NFT. Exactement. Voilà. Ok. Et du coup, comment t'en es arrivé à fonder donc ce Bloxlab 42? Écoute, question d'opportunité, de chance. En fait, donc moi, j'ai fait des études de commerce. Ensuite, j'ai été consultante en product management dans des petites ESN pendant 4-5 ans. Et puis, j'ai rejoint… ESN, on en parle? Pardon. ESN, on en parle. ESN, c'est le nouveau nom d'un autre acronyme. C'est le nouveau nom de SS2I, Société de services de systèmes d'information. Et maintenant, ESN, c'est entreprise de services numériques. Voilà, c'est un peu plus sexy. C'est moins tourné. Surtout que les SS2I, c'était connu pour presser les gens à mort et les faire bosser beaucoup. Donc, au bout d'un moment, je pense que. Oui, il y avait besoin d'un rebranding. Exactement. Ouais. Donc, voilà, donc j'étais dans ce genre de boîte où, en fait, en gros, du coup, tu rejoins une boîte et ensuite, on t'envoie en mission sur différents sujets que tu choisis pas forcément, des clients que tu choisis pas forcément. Mais voilà, moi, j'ai eu de la chance, j'ai beaucoup appris. J'ai été dans le département innovation d'EDF et c'est là que j'ai rencontré une team de développeurs avec laquelle j'ai accroché. Et du coup, je me suis dit, voilà, mon prochain pas professionnel, c'est de les rejoindre dans une ESN pareil, mais vraiment toute petite de 10 personnes. Et voilà, et donc là, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient pas dans la blockchain, qui étaient plutôt dans la data à la base. Et puis, en fait, voilà, un peu avant moi, une partie de l'équipe est tombée dans le trou du lapin de la blockchain. Et voilà, et en fait, quand on a déjà un tout petit peu
voilà, compris peut-être le potentiel, en tout cas financier de la blockchain quand on est investisseur du dimanche, et que en plus on a l'appétence technique comme l'avaient mes développeurs, bah là ça a été un coup de cœur magique pour eux. En fait, eux ils ont vu bon à la fois la mode, etc., qui faisait qu'il y avait tout de suite plein de clients, un marché extraordinaire, mais aussi, enfin d'un point de vue technique, c'était fabuleux parce qu'ils se disaient mais en fait là potentiellement le problème que je suis en train de résoudre, la ligne de code que je suis en train d'écrire, je fais potentiellement partie du premier millier d'individus qui l'écrit ou qui l'utilise, qui la comprend, et je peux en inventer d'autres. Et la blockchain, en plus, d'un point de vue technique, c'est passionnant parce que il y a des défis d'optimisation incroyables. On en est encore au début. Puis tu sais, ça coûte cher du coup de discuter avec la blockchain. Et du coup, il faut vraiment tout optimiser. Donc, c'est un challenge intellectuel extrêmement intéressant. Et en fait, bah voilà, donc les développeurs avec qui j'étais, ils m'ont filé leur passion. Et on s'est retrouvés voilà, à se dire, bon, ben, il y a un marché, clairement. On croit au Web3, on croit au NFT, au fait que, bon, là, on vend clairement des singes. Les Bored Ape. Voilà, qui valent des millions. Voilà, il y a des dérives, il y a beaucoup de scams. Il y a beaucoup voilà, de gens qui en profitent. Bon, et d'un autre côté, les acheteurs, on leur met pas non plus un pistolet sur la tempe. Hein, donc, bon, moi, j'ai envie de dire presque tant mieux pour eux, même si ça dessert un petit peu le marché. Mais d'un autre côté, c'est tellement passionnant. Nous, on croit fermement que voilà, on entre dans une nouvelle ère du web, le fameux Web3 dont on parle. On a envie d'être acteur de ça, d'être constructeur. Et voilà. Et du coup, on s'est dit, bon, s'il y a un marché, si ça nous plaît, si on s'amuse quand on travaille et si on apprend tous les jours, bah, il faut y aller. Et du coup, voilà, on a créé une filiale de cette petite ESN de 10 personnes qui s'appelle EVA Soft. Et on a fondé le Blockslab 42. Voilà, donc on est 6 devs et moi, qui suis product. Et là, on vient de recruter notamment un nouveau développeur aujourd'hui. Enfin bref, on grandit pas mal. Voilà. Ok. Et donc, on sait que vous êtes dans le monde des NFT, dans le domaine des NFT. Quels sont, peut-être, tu pourrais nous présenter 2-3 projets NFT que vous avez déjà livrés ou qui sont en cours pour qu'on comprenne bien un peu la finalité de votre activité. En fait, qu'est-ce que vous livrez à qui, quoi? À peu près. Je ne sais pas si tu es de client, tu peux dire juste leur domaine, mais qu'on comprenne bien. Parce que les NFT, effectivement, donc il y a ces singes là, les Bored Ape, qui sont super connus, où tu as accès à un yacht club, etc. Ça, on a bien compris. On sait que la plupart des gens n'auront jamais de Bored Ape parce que ça coûte, je sais pas, plus que $200,000, c'est sûr. Je sais pas combien, peut-être $1 million maintenant. Donc vous, qu'est-ce que vous livrez et à qui, en fait? Ça serait ça qui m'intéresserait, ou quels sont vos projets en cours? Non, c'est une très bonne question parce qu'en plus, ça a pas mal évolué. Donc nous, on est arrivé dans le monde des NFT avec des projets un peu comme les Bored Ape, tu vois, des profile pictures, voilà, où en fait c'était surtout ce qui intéressait les acheteurs, c'était le fait de posséder quelque chose d'innovant et de croire en une communauté et de croire que potentiellement son NFT prendra de la valeur ou sera un symbole social de quelque chose de sympa. Bon, c'est cool aussi, hein, d'un point de vue technique, ça permet de monter en compétences, voilà. Et en fait, ensuite, on a aidé aussi des marques, notamment, tu vois, pour te donner un exemple plus concret, une marque de rénovation de motos anciennes basée à Los Angeles, qui fait aussi sa marque de vêtements. Et en fait, ils se sont dit, bah, les motos, c'est exactement ça, c'est dans l'esprit communautaire. C'est dans l'idée de liberté aussi. Donc, si tu veux, ils se sont dit, mais créer une communauté décentralisée, c'est tout à fait l'esprit du Web3. Et donc, qu'est-ce que je peux faire en lançant ma collection de NFT? Pourquoi pas aussi créer un jeu dans le métaverse de course de moto? Voilà, donc on les a accompagnés sur ça. Et donc, comment on accompagne nos clients? On fait pas mal de conseils, déjà, parce que on a vu passer quand même maintenant, je pense, plus d'une vingtaine, trentaine de projets. NFT ou DeFi, hein, on a aussi aidé des... DeFi, finance décentralisée. Ouais, merci. Tu suis. Ouais. Tu suis. Ouais, DeFi, Decentralized Finance. Ouais, parce qu'on a aussi lancé des tokens, de la crypto-monnaie, voilà, qui a bien marché aussi. Et donc voilà, donc on les aide sur du conseil. Donc déjà,
avoir une overview du marché, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont aussi les côtés innovants qu'on pourrait apporter à leur projet, que ce soit d'un point de vue technique, parce que nous, on est une équipe de tech, hein, donc on va pas se mentir, c'est pas dans le marketing qu'on va forcément apporter des nouveautés, mais par contre, voilà, on essaie de rester vraiment à la pointe de ce qui se fait. Et comme ça bouge super vite, c'est un monde où, je veux dire, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est complètement old fashion, vraiment. Donc voilà, donc on a des devs passionnés qui font un peu de la R&D et qui apportent ça aux clients, donc un peu les dernières avancées techniques. Et ce qu'il faut dire aussi dans le marché des NFT, c'est que c'est un marché où la technique est énormément mise en avant parce qu'en fait, là, ce que les gens achètent, même avec les Bored Ape, c'est vraiment c'est le certificat numérique de propriété. Mais du coup, on a quand même affaire à un public assez geek qui va regarder les lignes de code, qui va s'enjailler, mais vraiment, parce qu'une ligne est bien écrite, parce que c'est optimisé. Enfin voilà, j'exagère le trait, mais on en est presque à ce point-là. Donc, c'est drôle, c'est des développeurs qui parlent à des développeurs. Et de moins en moins, bien sûr, ça tend à se démocratiser, mais moi, c'est ce que je vois. Et voilà, donc on a accompagné des marques. Et qu'est-ce qu'on a fait là? Et par exemple, on a accompagné une nouvelle marque de club sur le vin. Voilà. Et là, je peux en parler parce qu'en plus, le Mint est live en ce moment. Ça s'appelle One. Donc le Mint, c'est le démarrage, hein, c'est c'est comme un peu une société qui rentrerait en bourse, c'est le jour où tu peux acheter le NFT. Presque, presque. En fait, mais heureusement que tu précises. En fait, le mint, c'est comme, c'est une traduction en fait en anglais du verbe miner. Et en fait, miner un NFT, ça veut dire le créer sur la blockchain. Donc, en fait, c'est la naissance du NFT. Voilà. Voilà, ok. C'est comme la première rédaction chez le notaire du contrat de propriété numérique. Ok. C'est ça. Et bon, voilà. Donc, en gros, je peux expliquer un tout petit peu. Et ces mints, souvent, on les connaît à l'avance. On sait le mint sera dans quelques jours. Voilà. Exactement. Si tu veux, je peux expliquer rapidement comment ça marche. Ouais, bien sûr. Bon, on est là pour ça. Ouais. Comme je le disais, hein, ça évolue tellement. Je te dis, ce qui se passait il y a 2 mois sera même plus pertinent dans 1 mois. Mais en gros, comment ça se passe? Tu as une marque ou des entrepreneurs qui trouvent un artiste qu'ils trouvent super, auquel ils croient. Ils lui demandent de construire X variations d'un même design. Donc, par exemple, si on prend les singes, qui sont bien connus, les Bored Ape, donc c'est un peu le même template, le même modèle initial. Et en fait, tu as des attributs qui changent, les lunettes, la couleur du pelage, les attributs qu'ils ont dans la main, etc. Mais finalement, ça reste le même template. Donc, ils demandent, par exemple, allez, on va dire 4000 variations de ce même dessin. Ensuite, ces dessins, ils sont mis sur un hébergement décentralisé, mais qui n'est pas sur la blockchain. Et puis, ensuite, nous, on crée des smart contracts sur la blockchain qui permettent, en fait, de façon vraiment décentralisée et sûre, de pouvoir déterminer qui possède une métadata. Et cette métadata, en fait, c'est relié à ce design sur IPFS, comme je disais. Sur un des 4000. Un des 4000, exactement. Voilà. Et en fait, du coup, comment ça se passe? Donc, ils créent cette collection-là. Cette collection, elle est pas accessible au début. Donc, on crée souvent un site internet qui parle de cette collection. On crée tous les réseaux sociaux autour qui disent voilà, on va lancer tel jour une vente aux enchères pour acheter un élément de cette collection. Et grâce à cet élément, vous aurez plein d'avantages. Alors déjà, bien sûr, il y a l'avantage financier, potentiellement, le fait de pouvoir le revendre plus cher plus tard parce qu'il prendra la valeur, le trader. Mais pas que. Souvent, bien sûr, il y a une roadmap, c'est-à-dire un plan d'action lié à cette collection. Typiquement, franchement, la plupart des collections aujourd'hui se ressemblent. Hein. Les plans d'action, c'est si vous avez ce NFT, alors vous pourrez accéder à des événements VIP, donc liés généralement
aux NFT. Donc bon, dans le cas de Bored Ape, c'était une marque nouvellement créée, mais par exemple, il y a des marques qui se positionnent par exemple sur le streetwear, sur donc les vêtements, et ils disent ben voilà, si vous avez ce NFT, potentiellement vous pourrez avoir des réductions sur notre marque de vêtements à venir. Vous pourrez par exemple aussi voter pour les prochaines collections qu'on va lancer. Vous pourrez faire ci et ça. Enfin, en gros, c'est une idée d'engager une communauté grâce à ce pass, ce titre de propriété numérique qui devient un peu une carte de membre, une carte de club, en fait. Voilà. Ouais, Et puis super après, select où il y a un nombre limité du coup forcément de membres quoi, lié au nombre de NFT ouais, c'est qui ça. existent. Ouais. Exactement. En fait, c'est ça, c'est t'achètes de la rareté, en fait. Mm. T'achètes le fait de faire partie de la petite communauté, du petit Mm. club. Bon, voilà, c'est... Et ça, c'est vrai que moi, alors au tout début, quand je me suis intéressé au NFT, je me suis dit, mais comment on va... En fait, j'avais pas compris cette histoire de déclinaison. Je me suis dit, mais qui va m'acheter un NFT en sachant qu'il y en a des milliers, même des millions, et qui va tomber tout pile sur le mon NFT et qui va vouloir enchérir dessus. Et c'est seulement après que j'ai compris que c'était des collections ou avec des variations. Et donc, en général, c'est des collections beaucoup plus grosses qui ont déjà une certaine valeur et certains attributs. Et après, dans la collection, si tu as deux boucles d'oreilles, ça vaut plus que si tu n'en as pas, des trucs comme ça. Voilà, c'est un peu la. C'est vrai que c'est un monde tout est à faire et c'est ça qui est génial, quoi. Mais t'as tout à fait raison de souligner ça, en fait. Ouais, le fait qu'il y en ait 4000, effectivement, c'est aussi pour avoir une communauté voilà, assez conséquente pour qu'il se passe quelque chose, parce que bon, s'il y a 2 personnes dans la communauté, pour les votes, c'est pas intéressant. Et comme tu l'as dit, il y a de la rareté, c'est-à-dire que les designs sont différents, et quand on a généré algorithmement les designs, on a dit, bah voilà, par exemple, les boucles d'oreilles, celui qui a la boucle d'oreille, bah, il est super rare, il y en a un sur 4000. Et par contre, ceux qui ont un chapeau marron, là, il y en a 1000 sur 4000, donc c'est pas rare. Et en fait, ça permet du coup d'avoir des NFT qui valent plus que d'autres. Et en fait, toi, en tant qu'acheteur, quand tu achètes, tu ne sais pas ce que tu achètes. Quand tu mintes, justement, quand tu le crées sur la blockchain. Enfin, quand la collection sort tout juste sur la blockchain et que toi, tu l'achètes à l'aveugle, en fait. Tu ne sais pas Si t'auras Ah, ok, ça, je savais pas, ouais. Ouais, voilà, c'est D'accord. ça. Tu sais pas quelle rareté tu vas avoir. Ça, c'est vraiment au moment du mint. Hein. Donc, c'est un Ouais. moment. Cette vente aux enchères là, elle arrive, voilà, une fois. Voilà, elle est spéciale. Et en fait, tu ne sais pas ce que tu achètes. Et donc, c'est une forme de loterie. Hein. Donc, c'est vraiment. Ah, c'est comme moi, je jouais à FIFA. Et dans FIFA, c'est ça, en fait, t'as une carte et puis t'as galéré pour l'avoir. Et puis, au bout d'un moment, elle se retourne. Et puis, une fois sur 100, t'as Ronaldo. Et puis, l'autre fois, t'as un défenseur de Auxerre. Enfin, 3 fois sur 4 dont on n'a rien à faire. Ça, c'est un peu le même principe. Ouais, ok. Ouais, Ouais, c'est ça, ça. je savais pas que ça se passait comme ça. Ok. C'est ça. C'est le même principe. Oui, voilà aussi. Ouais. Les cartes Pokémon. Tu acheté plein de Ouais. cartes. Tu sais pas si. Ouais, et puis t'avais toujours le Pokémon pourri et puis le Dracofeu, il en fallait. Ok. Ouais, je vois bien l'idée. Exactement. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ça qui apporte aussi un peu de valeur, tu vois. Il faut, il faut que déjà, même quand tu as le NFT, certes, tu fais partie du club, mais même au sein de ce club, recréer un peu une hiérarchie. Il faut que... En fait, tu vois, c'est intelligent parce que c'est comme pour Pokémon. Au sein des gens qui ont des cartes Pokémon, il faut créer de l'envie, du désir pour Dracofeu argenté, pour Mhm. Mew, tu Ouais. vois. Et donc, c'est marrant parce que c'est une des premières applications des NFT, quand même, ça me fait rire. Ça revient des systèmes un peu de notre enfance. Enfin, voilà, c'est Ouais. Ah, très c'est marrant. basique. On voit Ouais. qu'on en est vraiment au début, quoi. En fait, c'est un mélange un peu des deux. Parce que on en a parlé rapidement, tu as des personnes, notamment sur Twitter, je pense que tu peux avoir ton NFT en photo de profil. En Ouais. fait, ça correspond un peu à une femme bon chic, bon genre qui avait un sac, je sais pas, Chanel ou Hermès en soirée, quoi, en se disant, ben voilà, moi j'ai ça, toi tu l'as pas. Et maintenant, en fait, c'est la rencontre des deux mondes, quoi. Le monde des adultes un peu, voilà, qui ont de l'argent et puis de l'enfance. Et puis, en fait, tu mets les deux ensemble, ça te fait, t'as une, t'as une photo de profil. Donc, comme quand tu étais enfant, mais qui est super rare et qui peut valoir globalement des centaines de milliers de dollars. Ouais, exactement. Non, mais ton parallèle est parfait. En fait, oui, il y a beaucoup de gens qui s'offusquent en disant, mais vous achetez du vent, c'est juste de l'ego, si ce n'est pas de la spéculation.
Bon, déjà, il y a des Lego, bien sûr. Mais en fait, bah oui, mais c'est de Lego, mais tout comme quand tu achètes une Rolex, un sac Chanel, une Ferrari, j'ai envie de te dire, mais même un t-shirt Nike. Quand tu achètes un t-shirt Nike, quand il y a bien marqué le logo à la virgule devant, ben en fait, tu montres que tu appartiens à une certaine communauté, que tu crois en Just Do It, que tu crois en ces valeurs-là. Et donc, en fait, c'est juste que c'est numérique. Voilà, c'est des marques. Il faut vraiment le voir comme ça. Voilà. Mais aussi, ce qui est intéressant dans le fait que les NFT soient utilisés un peu en tant que loterie, parce que ça, c'est la première étape, c'est qu'en fait, pour moi, il y a deux choses qui font ça. La première, c'est que la loterie, nous, on la connaît en dehors du loto de la Française des Jeux, par exemple, en France. En fait, on le connaît avec les billets de tombola, tu vois, de la fête de l'école, ce genre de choses. Mais pour ça, quand tu achètes le billet de tombola de la fête de l'école, bon, en vrai, tu fais pas tellement... Enfin, tu sais quand même pertinemment que tu vas peut-être pas gagner grand-chose, et c'est surtout pour le sourire de l'enfant, et parce que finalement, il faudrait que tu aies confiance dans l'école qui a édité les billets de tombola, il faudrait que tu aies confiance dans le fait que si tu as le bon billet, eh ben, on te donne bien ton cadeau. Il faut que tu aies confiance dans le fait que ça soit vraiment du hasard pour qu'on tire ton billet. Et là, en fait, toutes ces problématiques-là que je viens de dire, donc le hasard, la confiance dans les billets et la confiance dans le fait qu'il y ait bien un bien à donner derrière, un cadeau, ces trois choses-là, eh bien, elles sont résolues par la blockchain. C'est les applications les plus faciles parce que la confiance dans les billets, en fait, là, tu veux dire tout le monde peut lire le code. Bon, il faut être un peu geek quand même, enfin, il faut être développeur, pardon, mais pour développeur ou intéressé pour lire le code et se rendre compte du coup que c'est inscrit et que du coup, on peut faire confiance. Après, j'ai dit quoi? J'ai dit donc la confiance dans les billets, ça c'est bon. La confiance dans est-ce que il y a bien quelque chose derrière? Est-ce qu'on va vraiment me donner quelque chose? Ça c'est pareil, c'est visible dans le code. Et puis la troisième chose, c'est la confiance que tu es toute seule à avoir ce ticket, qu'il n'y a pas de ticket. Oui, exactement. Ça aussi, voilà. Ouais. Exactement. Mais ça pareil, c'est écrit dans le code. Oui, c'est très vrai ça, parce que je suis la seule à avoir le ticket. Et la troisième chose, c'est est-ce que ça va être tiré au hasard? Parce que ça c'est quand même quelque chose, tu vois. Est-ce que vraiment la façon dont sont attribués les NFT, il n'y a pas quelqu'un derrière qui va le donner à tous ses amis les bons et donc ça, en fait, donc c'est pas la blockchain qui résout ça, mais il y a des façons sur la blockchain de résoudre ça de façon transparente, voilà. Et ça, ces trois ingrédients réunis, ça crée de la confiance. Je pense que c'est vraiment le terme le plus important, c'est la blockchain, c'est la confiance, et puis ça fait sans qu'il y ait d'intervention, on va dire, humaine à posteriori. Et du coup, tu parlais donc de on va en revenir à 10 minutes après. Avant, tu parlais du mythe des NFT d'un quelqu'un dans le vin, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a une image, une bouteille de vin. Qu'est-ce qu'on reçoit comme NFT? Ouais, t'apprends vite, c'est ça. En gros, non, mais c'est une histoire sympa. Ce sont des amoureux du vin et des propriétaires de vignobles dans le Bordelais qui se sont lancés dans la collection de NFT de 4926 bouteilles de vin uniques en termes de design, qui te permettent en fait d'avoir accès à un club privé. Donc c'est comme souvent dans les collections de NFT, un club privé qui a déjà des dates pour des soirées dans des châteaux bordelais exceptionnels, des événements de dégustation, des choses comme ça, qui te donne en cadeau d'arrivée, et ça parle beaucoup aux gens, une bouteille qui est déterminée par la rareté de ton NFT. Donc, si tu as un NFT super rare, donc par exemple, il y a un exemplaire comme ça sur les 4926, là, tu vas probablement avoir une des meilleures bouteilles qu'ils ont achetées en fait. Ils ont 4926 bouteilles à donner à chaque propriétaire de NFT. Et en fonction de la rareté, voilà, tu vas avoir une super bouteille ou une bouteille plus commune. C'est juste un cadeau d'arrivée, mais c'est intéressant parce que là, pour le coup, tu te dis, c'est vraiment la tombola, quoi. C'est vraiment le lien avec le physique. Et donc après, quand tu prouveras que tu as bien le NFT dans ton wallet, dans ton portefeuille numérique lié à la blockchain, eh bien, tu vas pouvoir
demander à recevoir ton bien physique. Voilà. Ok. Ah, je pense. Alors, je sais pas. Moi, je suis pas expert, mais peut-être que toi, tu as un avis. À mon avis, ça va être ce lien entre le monde physique et le monde virtuel. En tout cas, au départ, qui va, je pense, démocratiser les NFT, parce que pour la plupart des gens, c'est un peu abstrait pour l'instant. Donc, on a vu, il y en a qui ont ça comme photo de profil. Et sinon, ouais, je pense que ce lien physique numérique, au final, c'est lui qui va amener le NFT un peu sur le devant de la scène. Ouais, Donc, je suis d'accord avec ça. Et je pense que là où il arrivera le plus rapidement possible en lien avec le physique, ça sera, selon moi, hein, c'est un pari que je fais ouais. là, on va en reparler dans un an, ce sera plutôt avec le luxe. Il y a d'ailleurs de très belles boîtes françaises, notamment Ariani, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui vient de lever 20 millions d'euros quand même. Et en fait, le but d'Ariani, en gros, c'est de relier les objets du luxe à la blockchain. En gros, c'est du coup, en fait, plus tard, on imagine que quand tu achèteras un sac Chanel, pour rester dans l'idée, eh bien, en fait, tu achèteras en même temps le NFT, donc le titre de propriété numérique, et le sac Chanel sera d'une manière ou d'une autre relié à ce NFT. Donc, ça peut être soit une étiquette avec un QR code, soit une puce NFC. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses à inventer, mais relié à ce NFT. Et donc, ça te permettra, toi, si plus tard, 10 ans après, ou plutôt tu veux revendre ton sac Chanel ou le donner, eh bien, tu devras le revendre ou le donner avec son NFT qui certifiera du coup qu'il s'agit d'un vrai sac Chanel. Donc, c'est à la fois pour lutter contre la contrefaçon, que le luxe s'intéresse énormément à ça, et en même temps pour pouvoir suivre les propriétaires, en fait, les fans de ta marque à travers le temps. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Là, c'est les sacs, mais imagine si c'était sur les voitures anciennes. Tu sais, on dit souvent une merguez pour une voiture, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce qui y est arrivé. Voilà, si on avait eu un NFT il y a 60 ans, bah aujourd'hui, on aurait tout l'historique en fait de ce qui a été fait, qu'il a eu. Et puis après, si c'était aux ventes aux enchères, bah voilà, c'est la voiture que Johnny Hallyday il a eu pendant 2 ans. Enfin, tu peux le prouver et tout. Ce serait assez impressionnant. Ouais, ça, ce serait dingue. Non, mais c'est clair, ça va arriver je pense, par le luxe, ouais. Sur les voitures, il y a notamment aussi des problématiques de supply chain pour savoir d'où viennent tous les éléments, tu sais, pour être bien sûr, du coup, qu'une voiture a bien été construite avec bah, voilà, les bons, je sais pas comment dire, les bons composants qui viennent, d'où ils viennent, etc. Et ça va aider aussi pour les contrats d'assurance, tu vois, de savoir ça. Bon, il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Parce que nous, en fait, c'est sûr qu'on voit, là, on parle un peu du côté artistique, faire rêver, des NFT et tout. Il y a tout un côté, alors que je maîtrise très mal, mais je sais que dans l'industrie, en tout cas sur la blockchain, il y a beaucoup de choses à faire, justement en termes de traçabilité, etc. Donc, trop bien. Ouais, complètement. Mais c'est clair, dans la supply chain, il y a énormément de choses à faire. Après, moi, je vois un frein principal dans la supply chain. Ou voire même deux, mais c'est la problématique des données entrantes. En fait, bon, si on imagine qu'on utilise la blockchain maintenant pour tracer la vie d'un produit, prenons un produit sympathique. Qu'est-ce qui peut être sympa à suivre? Je crois que c'est Carrefour ou Auchan, je suis désolée, je sais plus, qui suit l'origine de ces poulets qu'ils vendent en magasin. Bon, c'est sympa, on va suivre la vie des poulets, mais ça pourrait être un composant de voiture, ça pourrait être un élément du sac Chanel. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une blockchain et ils ont dit à tous les fournisseurs, enfin en tout cas tous les acteurs, voilà, tous les acteurs en fait de la vie du poulet. Donc oui, l'éleveur, mais aussi le vétérinaire, le transporteur. Celui qui tue, enfin bref, voilà, tout le monde, en fait, celui qui les emballe, etc., de mettre les données dans la blockchain. Et comme ça, en fait, à la fin, le consommateur, quand il a sa barquette, par exemple, il peut vraiment savoir tout ce qui s'est passé et on peut remonter super facilement, c'est transparent, c'est inviolable, etc. Mais en fait, il y a un vrai problème par rapport à ça quand même, c'est qui valide l'entrée des données. Ouais, exact. Et c'est pareil pour les composants de voiture, etc. Donc, il y a quand même des choses qui sont difficiles pour moi sur la supply chain.
C'est pas facile, il faudrait des validateurs, il faudrait plein de choses, parce qu'après, une fois que tu as mis des données fausses, pas facile. Ouais, c'est ça. C'est comme les statistiques. Parfois, tu vois, tu réponds à des sondages, t'en as un peu rien à faire et tout, vite fait. Puis après, ils commencent à te faire des courbes dans tous les sens. Oui, il y a tant de gens qui ont dit ça et tout, même si la question elle est mal posée à la base, ou si toi, t'étais juste pas dans un bon jour, tu peux répondre à un truc, ça sert à rien après d'aller dans le détail du détail si à la base, la donnée, elle est pas bonne, quoi. Donc, je pense que c'est pareil avec le poulet. Si le gars, il confond deux poulets, où il se dit, bon, allez, je le fais que à la fin de la journée, et puis commence à tout mettre l'un derrière à l'autre. Voilà, ouais, c'est sûr que c'est. Et puis après, je pense qu'il y a une vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin de la blockchain pour ça? Il y a des choses pour lesquelles on a besoin. Il y a d'autres, voilà, une traçabilité, t'as pas forcément besoin de la blockchain, quoi. Tu peux avoir, enfin, ça existe déjà. Je veux dire, ça existait bien avant la. Exactement. En fait, la blockchain, elle est intéressante pour moi qu'à partir du moment où il y a une problématique de confiance. S'il n'y a pas de confiance, ouais, voilà, principalement. Parce que finalement, ce qu'apporte la blockchain, c'est pas de la rapidité, c'est même pas des coûts, c'est coûteux. Je veux dire, c'est même pas moins cher, c'est coûteux d'utiliser la blockchain, c'est plus lent, c'est plus contraignant parce que voilà, justement, il faut quand même valider les données d'entrée, celles qui arrivent, voilà, comme ça. Donc effectivement, c'est pas. Enfin, la blockchain, clairement, elle n'a pas vision à remplacer toutes les bases de données. Ça n'a pas de sens. Et en l'occurrence, pour certaines supply chains, ça n'en a pas non plus, parce qu'en plus, même le fait qu'elle soit donc décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'appartienne à personne et que personne puisse la modifier, ça n'a d'intérêt que si, déjà de un, il y a vraiment un problème si elle est modifiée. Bon, et c'est vrai que dans l'alimentaire, on peut se dire, oui, il peut y avoir un problème, mais d'un autre côté, en fait, on peut se retourner malgré tout. On peut quand même trouver d'où vient le problème et se retourner. Enfin, c'est pas non plus tellement un problème. Et puis de deux, tout le monde n'a pas, si dans toute la chaîne, tout le monde n'a pas intérêt à mettre l'information dans la blockchain de façon décentralisée et transparente, alors il y a un problème, tu vois. Et en fait, est-ce que l'éleveur, il a vraiment intérêt à mettre les informations là-dedans? Est-ce qu'il peut avoir un jour de retard sur quelque chose, pas avoir mis le médicament au poulet au bon moment, mais c'est pas très grave. Enfin, en gros, si déjà tu n'as pas intérêt à ce que tout le monde voit tes données, enfin ce que tu rentres, bah déjà ça peut pas marcher, tu vois. Un consortium comme ça d'entrée, ça peut être compliqué. Mais bon, je dis ça, je suis pas du tout experte non, mais c'est intéressant parce que je pense que voilà, on en est un peu au début des NFT, enfin en tout cas de la démocratisation, et qu'on puisse voir un peu les usages, pourquoi c'est fait, pourquoi c'est pas fait. C'est forcément super utile. Ok. Je voulais faire une partie 2 avec toi parce que du coup j'essaie en ce moment au mieux de faire des épisodes d'1 heure et c'est pas forcément évident parce qu'on a toujours beaucoup de choses à se dire. En fait, je voulais voir vraiment donc là on a fait un bon petit tour des NFT, faire un peu vraiment la partie. Ben, tu vois, mon podcast s'appelle Bye Bye Patron. Maintenant c'est toi la patronne ou la co-founder de Bloxlab. Et du coup je voulais voir avec toi. Donc on a vu comment t'en es arrivé là. Et justement un peu même si le domaine il est innovant, après il y en a quand même toujours des basiques de CEO ou de COO dans ces boîtes. Et donc est-ce que tu pourrais nous parler donc on n'a pas dit ton âge, mais t'es plus jeune que moi. Je sais pas quel âge tu as. Non, mais moi j'ai 35 ans, donc voilà. C'est un monde, voilà, c'est pas les gens ils veulent se lancer plus tard, plus tôt. Donc, comment tu vis ton rôle un peu justement de co-founder? Donc, si tu pouvais nous parler de tes missions. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est qui est lié par contre à ce monde, c'est comment on recrute des gens dans un domaine qui est tu vois, tu l'as dit il y a 2 mois, ce qui était il y a 2 mois, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Alors déjà, c'est pas évident de recruter des gens dans les boulots normaux. Mais alors là, dans un monde qui change tout le temps, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des devs et tout là-dedans. Donc, voilà. Si tu pouvais nous dire donc, quelles sont exactement tes missions? On a vu ce que faisait Bloxlab, du coup. Quelles sont tes missions chez Bloxlab? Ok. Bah déjà, Bloxlab, du coup, c'est une entreprise qu'on a cofondée à 6. Donc déjà, c'est
je trouve ça un peu innovant déjà, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était, qu'on avait tous des choses différentes à apporter et que un peu à l'image du Web3 où la communauté est centrale, là, on s'est dit on voulait construire quelque chose de communautaire. Et donc, tous les autres associés avec moi sont développeurs. Et donc, ils font marcher le business, ils vendent, ils réalisent. Et moi, on a trouvé un acronyme que je ne connaissais même pas. En fait, c'est ça qui est drôle. Ah, donc celui-là, tu devras bien le présenter parce que si tu le connaissais pas. Non, mais je le connaissais pas. Mais en fait, c'est connu. Hein, c'est CEO, effectivement, Chief Operation Officer. En fait, moi, je te dis, j'ai découvert mon acronyme en faisant. En fait, en gros, j'étais entourée de devs qui avaient énormément de choses à faire. Et moi, je me suis dit, c'est simple, je vais faire tout ce qu'ils font pas. Et en fait, il y a tout à faire quand tu crées une entreprise. Donc, tu as à construire une marque pour le vendre, hein, parce que bon, une entreprise, ça marche pas si t'as pas de clients. Donc, avant d'avoir un client, faut une marque. Construire une culture d'entreprise aussi. Et là, pareil, à la fois pour la marque et pour la culture d'entreprise, dans ce monde-là, voilà, qui est tout jeune, tout nouveau, qui bouge. Et puis moi, qui apprenais en même temps à découvrir la blockchain et les NFT, c'était un gros, enfin, pour moi, j'avoue, un assez gros challenge. Donc je disais construire la marque, construire la culture d'entreprise, définir une stratégie. Où est-ce qu'on va aller? C'est-à-dire que nous, on s'est créé sur l'énorme vague de ce qu'on a appelé le NFT Summer, l'été des NFT, là, l'été 2021. Et en fait, on savait que ça allait pas forcément durer exactement de cette façon-là. Donc, il faut toujours penser à se réinventer. Voilà. Donc, en gros, moi, je suis responsable de ça. Je suis responsable de tout ce que les devs font pas, le day-to-day life, l'organisation des équipes, la gestion, la vision, on va dire, plus court terme. Et en même temps, du coup, comme on avait aussi des besoins là-dessus, j'ai été product manager sur des constructions de projets NFT. Product manager, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le job que je faisais avant, du coup, de la coordination de projet, simplement, on va dire. Et c'est là aussi où, avant, du coup, d'avoir le titre de COO, en fait, je me suis moi-même aussi inventé un titre, là, pour le coup, que j'ai créé moi. C'était NFT Product Manager. Parce que je me rendais compte, bon, déjà, ça expliquait mieux sur quoi je travaillais, mais pour moi, il y avait vraiment une énorme différence. C'était déjà deux métiers différents. Parce que travailler sur la construction d'un site Internet, je veux dire, des sites Internet, il y en a depuis 30 ans. Donc, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde voit à peu près le produit qu'il faut livrer et tout ça. Alors que toi, tu devais, même si c'est pas toi qui es avec les mains dans le cambouis, il faut quand même que tu comprennes ce qui se passe, quoi. Sinon, tu n'arrives jamais à gérer un projet, je suppose. Oui, exactement. Tu n'arrives jamais à gérer. Exactement. Quand tu es product manager, tu considères que ce ne sont plus des projets, mais des produits. Mais en gros, c'est ça. En fait, construire des sites Internet, tu vois, je discutais avec un product manager aussi dans le Web3 là, cet après-midi et ça m'a beaucoup marqué parce que lui aussi, il me disait c'est totalement différent d'être product manager dans le Web2 ou dans le Web3 parce que dans le Web2, si tu veux, j'exagère le trait au max, hein, mais tu as 30 ans d'évolution, donc tu es à fond sur un user experience, tu vois, une expérience utilisateur absolument léchée. On fait en sorte que tu perdes le moins de temps, que ton œil il soit orienté au bon endroit. Enfin, je veux dire, d'un point de vue front, donc ce que tu vois du site web, t'as énormément de règles, de choses qui ont été testées, retestées. Voilà. Où est-ce qu'on met le bouton achat, combien on fait de clics pour acheter, tout ça, ça a été. Exactement. Donc en fait, poncé quoi, à fond. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc t'as énormément d'aide d'un point de vue back office. Donc là, c'est plutôt ce que tu vois pas derrière le site web, mais la logique de comment marche le site. C'est pareil. Je veux dire, les bases de données que tu vois pas, elles sont optimisées pour telle et telle utilisation. T'as énormément de documentation dessus. Tu vas chercher un truc sur Stack Overflow, l'espèce de forum pour les développeurs. Je veux dire, tu trouves plein de réponses. Là, on est dans un monde
où tout est inventé. Tu sais même pas qui sont tes personas, tu sais même pas qui sont tes utilisateurs principaux de ton site web, parce qu'en plus, dans le Web3 et dans le monde de la blockchain, la plupart des utilisateurs sont anonymes et sont difficiles à... non, sont anonymes, mais tu vas me dire comme dans le Web2, mais ne veulent pas qu'on les connaisse. Ouais, voilà. Tu vois, l'anonymat, c'est vraiment important pour eux. Donc voilà, donc c'est aussi très intéressant là-dessus. Et donc, je voulais revenir sur le fait que du coup, quand tu es product dans le Web2, product manager, tu as 30 ans voilà, d'aide, en gros. Mais quand tu es product dans le Web3, tu as zéro aide. Donc, tu n'as que des problématiques constantes. La blockchain, ça complique beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses techniques, moi, que je maîtrise pas du tout encore, hein, loin de là. Mais du coup, c'est passionnant pour ça, parce que tu apprends des choses nouvelles tous les jours. Mais par contre, du coup, le sacrifice que tu fais, c'est justement, tu reviens aux années 90 d'un point de vue... Expérience utilisateur. Utilisateur, voilà, merci, je l'ai en anglais à chaque fois. Ouais, en fait, c'est ça qui est très drôle. Déjà, rien que voir son NFT, c'est pas si évident. On parlait depuis avant que c'est des images et tout. Mais acheter un NFT, c'est pas évident. Bon, il y a une grosse plateforme, là, OpenSea, qui fait un peu office de place de marché pour tout. Mais même quand tu l'as acheté, rien que le voir. Oui, c'est vrai. Et c'est pas si évident. Sur ton téléphone, tu y arrives, mais sur ton ordi, c'est pas si évident. Donc, ouais. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Autant j'avais bien compris l'aspect opérationnel, mais autant c'est vrai que l'expérience utilisateur des NFT, elle ne peut que s'améliorer à mon avis. C'est clair. Non, mais du coup, voilà. Donc, du coup, effectivement, c'est passionnant, mais c'est quand même beaucoup plus dur, je trouve. Voilà. Après, c'est comme tout, hein. Dans 3 ans, ce sera plus simple. Voilà. Et puis, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que, voilà, comme pour les développeurs, tu te dis, mais potentiellement, je fais partie des premiers à réfléchir à ça. C'est très chouette aussi, quoi. Ah, c'est ça. Tout n'est pas. Toi, je fais le parallèle alors qu'il y en a pas, mais avec le podcast. Alors, le podcast, ça existe depuis longtemps, mais on n'en est pas au même point que les vidéos YouTube. Alors, parfois, c'est compliqué d'avoir des infos sur le référencement, parce que forcément, les écoutes, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le plus de gens qui écoutent. Tu te dis, je mets des mots-clés, j'en mets pas, j'écris un texte, j'en mets combien, tu peux pas faire de pub. Tu sais pas si, en fait, ton hébergeur, il a une place sur les plateformes, parce que les plateformes, elles communiquent pas trop sur qu'est-ce qui fait que t'es mis en avant ou non. Mais d'un côté, ça fait que moi, c'est une activité annexe et que je peux rentrer là-dessus. Alors que si je voulais être un YouTuber à succès, ce serait un boulot à plein temps. Toi, ça fait que tu as pu rentrer dans ce monde alors que t'étais débutante. Enfin, voilà, ils vont pas embaucher chez Amazon quelqu'un qui se dit bon, je vais changer de voie et puis je vais faire ça, quoi. Donc, c'est la magie du truc, quoi. Souvent, les contraintes et les avantages, elles sont liés, en fait, hein, Ouais, c'est très juste. Mais ce que tu dis entre les podcasts et le Web 2, c'est très vrai. Et en fait, malgré tout, le Web 2, c'est pas malgré tout, il est pas mort, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, le Web 2 le Web 3, pardon, va pas remplacer le Web 2 du tout. Et le Web 2 déjà a apporté tellement de nouveautés, de liberté. Il y a tellement de choses qui n'ont pas été faites. Mais du coup, imagine en 10 000 fois pire, quoi, dans le Far West. Tu sais, moi, j'aime bien cette image où, en fait, je me dis, mais en fait, le Web 3, c'est comme un immense désert où, en fait, les territoires appartiennent à ceux qui ont le plus de fils barbelés pour délimiter tu vois, leur terrain. Mais vraiment, enfin, c'est assez intéressant. Et du coup, si je peux en profiter, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ça d'un point de vue professionnel parce que t'en parlais, mais ça explose du coup. Là les demandes pour des postes dans le Web 3, mais sont extrêmement fortes et l'offre est absolument ridicule. Et en fait, ce qui est à la fois bon pour nous, hein, parce qu'on fait de la prestation de service, donc voilà. Mais d'un autre côté, ça veut vraiment dire qu'il faut y aller. Et en fait, c'est pas si difficile que ça. J'ai dit que c'était plus difficile d'être product dans le Web3 que dans le Web2. Aujourd'hui, je pense que personne ne démentira ça. Mais par contre, pour y arriver, quand même, il faut un peu s'accrocher.
Mais je veux dire, si vous êtes piqué par l'amour de la blockchain et que vous vous mettez à lire un livre ou deux et puis que ça part, au final, il suffit. En fait, c'est ça, c'est que comme l'offre est tellement inexistante de profils Web3, que ce soit des développeurs, des product managers, même des designers qui ont quand même une compréhension de ce qui se fait, parce que voilà, on l'a dit, c'est des nouvelles règles d'expérience utilisateur, tout nouveau persona dont on parlait, tout nouveaux utilisateurs. Donc, moi, je parle des métiers tech, mais il y a aussi les marketeurs. Les marketeurs dans le Web3, on en a besoin énormément, des community managers, plein. Enfin, il y a énormément de métiers qui sont en train de se réinventer là. Il y a des places de fous. Et en fait, franchement, moi, j'ai envie de dire, tant soit peu que tu lises un bouquin sur le Web3, que tu regardes quelques collections, par exemple, voilà. Franchement, tu peux mettre ça sur ton CV, voilà, connaissance en NFT, Web3, etc. Eh ben, il y a moyen que dans ton entreprise, si tu es dans ton entreprise, ça te fasse monter vers les nouvelles directions Web3. Moi, je vois, il y a beaucoup d'entreprises là qui sont en train de créer des divisions typiquement sur ça pour initier la réflexion et tout. Ou alors si tu es freelance, clairement, alors là, les freelances, c'est extrêmement recherché. Et si tu mets juste le petit mot-clé Web3 parce que tu as lu un bouquin, ça peut te lancer. C'est un peu fake it until you make it. Hein. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Ouais, trop bien. Ok, et justement, c'était une de mes questions. Comment toi, tu vas recruter et après, tester, entre guillemets, un futur employé? Là, on a parlé juste avant, tu as un nouvel employé qui est arrivé aujourd'hui. Ouais. Donc, peut-être tu peux nous raconter comment tu as contacté, ce qui vous a contacté, comment après tu sais que c'est un bon employé, est-ce qu'ils ont beaucoup de demandes ou non, voilà, des trucs comme ça. Ouais. En fait, j'avoue que nos façons de recruter sont assez classiques. Hein. On a posté une annonce sur un outil qui a diffusé sur plein de sites de recherche d'emploi. Dans l'annonce, on a juste précisé quel type de poste on cherchait. Donc, un développeur full stack, plutôt en JavaScript, React, et avec une forte appétence blockchain. Donc, potentiellement des gens qui avaient déjà rédigé des smart contracts, etc. C'est assez spécifique. Mais voilà, alors je sais que les développeurs qui ont déjà ces expériences-là, ils sont quand même assez sollicités, ouais. Ils n'ont pas reçu... je veux dire, ils savent qu'on les chasse aussi, quoi. J'en ai aussi sur LinkedIn, etc. Mais en fait, nous, du coup, notre idée, c'est de prendre beaucoup des juniors. Nous, en fait, on veut prendre des passionnés, des petits génies qui vont apprendre vite, en fait. Et qui sont passionnés. Enfin, voilà. S'ils sont passionnés et qui sont bons, ils vont exploser dans quelques mois. Donc, nous, en fait, on ne cherche pas des seniors. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui font ça parce qu'en fait, de toute façon, les seniors dans la blockchain, que ce soit développeurs ou autres, que ce soit des financiers ou quoi, mais ils valent un prix pas possible, en fait. Ils sont beaucoup trop cher payés. Donc pour les recruteurs, c'est même plus forcément intéressant. Ils cherchent au contraire beaucoup plus des gens, soit des petits jeunes, soit des personnes en reconversion, mais en évolution, quoi, qui ont un autre passé avant, qui se prétendent pas les grandes stars de la blockchain à être énormément payées, mais qui ont compris quelque chose, en fait, et qui ont une lampe de lancement, d'évolution, mais exponentielle, quoi. Ok, voilà. Trop bien. Et puis parce que oui, vous avez déjà le dev, donc c'est pas comme si c'était une boîte, une vieille boîte et tu veux juste un gars qui va s'occuper de ça et qui connaît rien. Vous avez déjà les devs, du coup ils peuvent former le nouveau. Oui. Puis c'est vrai que le salaire c'est un truc qui est globalement, tu peux pas revenir dessus. Tu peux l'augmenter, mais alors si la blockchain, je veux dire, si dans un an ce que tu sais aujourd'hui ça vaut presque plus rien, ça vaut peut-être pas la peine de payer un gars 3 fois le prix parce qu'il est senior par rapport au mec qui dans un an aura tout compris, quoi. Ouais, okay. Exactement. Ah ouais, je l'avais pas vu. mais complètement. Ça évolue tellement vite, c'est un truc de fou. Okay. Ouais. Mais du coup, ça prouve aussi, voilà, ça va aussi dans le sens de dire, ça sert à rien d'être expert parce qu'au final, même si, parce que il y a des formations super chouettes. Hein. D'ailleurs, moi, j'encouragerais tout le monde à les faire. Mais il y a par exemple la formation Alira, l'école de la blockchain, qui forme
soit du côté développement, soit du côté conseil. Donc, en fait, ça peut être après pour des missions de product manager, de responsable blockchain dans des boîtes et tout. Franchement, super formation et tout. Donc, c'est top si tu as un peu de temps à y accorder. Mais même en autodidacte, tu vois, je te dis, quelques bouquins. Après, il faut passer du temps sur les Discord, il faut contacter des gens qui travaillent dans le secteur. Et voilà, tu peux te lancer. Hein. Franchement, c'est ouvert à tous. Voilà, la beauté du Web3, c'est de toute façon, il y a trop peu de profils. Donc, et il n'y a aucune étude qui va te servir. oui. Tu peux pas avoir un bac+5 en NFT en 2022. C'est impossible. Exactement. Ça donne sa chance à tout le monde. Vraiment. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai lancé une newsletter à la direction des nouveaux arrivants dans le monde crypto, surtout NFT. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer, en fait. C'est que pour moi, il y a un train qui arrive à pleine vitesse, là. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tout le monde, enfin, pour moi, bon, peut-être pas tout le monde non plus. Il y a quand même des gens qui sont très éloignés du numérique en général, mais tous ceux qui sont dans le numérique un minimum, ils peuvent monter dessus d'une façon ou d'une autre. Moi, je vois des artistes, tu vois, qui n'étaient pas si digitaux que ça, qui s'intéressent aux NFT, qui comprennent aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le lien avec le physique aussi, c'est le luxe et l'art, et ben, qui arrivent finalement à monter dedans parce que, en fait, de n'importe quel angle, que ce soit par le marketing, par le juridique, on n'a pas parlé de ça, mais ça révolutionne aussi beaucoup là-dessus, le développement, l'accompagnement de marques, enfin bref, il y a tout à faire et finalement, c'est pas si difficile de monter dans le train. Voilà. Après, il faut s'accrocher une fois que tu y es, hein, quand même. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que tu disais c'est le Far West, on commence comme dans les années 90. Après, il y a moins, d'un côté, il y a moins à apprendre, il y a moins de ressources, mais il y a moins à apprendre aussi, puisque t'as pas 30 ans d'expérience à apprendre. En fait, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est ce qui s'est passé depuis 1 an, en gros. Enfin, c'est ça qui est important. Ok. J'avais une autre question pour toi, c'était comment vous gérez vos fonds? Parce que je suppose en plus que ça prend du temps, t'es pas payé tout de suite. Enfin, voilà. Comment est-ce que vous gérez ça, un peu le côté finance de la boîte? Nous, en fait, on a la chance d'être une filiale en fait d'une boîte qui fonctionne bien et qui du coup déjà a investi, a cru en nous dès le début quand on n'avait pas de revenus et nos fonds, on les déjà il y a une grande partie qui est en crypto-monnaie, mais tout ça est légal en fait, il suffit de faire des factures, donc c'est cool. Et en fait, du coup, la question des fonds est d'autant plus intéressante que tu te demandes qu'est-ce que tu fais quand tu reçois de l'argent en crypto-monnaie en tant que boîte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le stabilises tout de suite? C'est-à-dire, est-ce que tu le transformes tout de suite soit en fiat ou en stablecoin, voilà, soit en fiat, c'est-à-dire en euros directement. Ou est-ce que tu te dis, mais attends, cet argent, de toute façon, il est déjà en Ether. Est-ce que du coup, je ne ferai pas de l'asset management? Est-ce que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Parce que... c'est pas évident parce que c'est de l'argent. C'est déjà là, en fait. Donc voilà, donc c'est des questions qu'on se pose. Bon, là, pour être transparente, on essaie beaucoup de stabiliser parce que on sait pas trop, on vient quand même de débuter, on sait pas trop comment ça va évoluer. Puis les cours, ils sont pas sur une fusée en ce moment, quoi. Non. Après, c'est toujours... Après, c'est toujours pareil. Voilà, t'as connu 2000 investissements. Toi, on a parlé vite fait que tu étais investisseuse depuis 2017. Moi aussi. Après, on a connu le 2018 à fin 2020 où il se passait pas grand chose. Et voilà, personnellement, moi, j'en suis un peu sorti parce que j'avais plein d'autres projets. Et aujourd'hui, je sais que c'est à tort, entre guillemets, j'ai pas de regrets parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais là, je pense qu'on est un peu dans cette phase et c'est toujours, voilà, il y a 1 an, je me disais, punaise, pourquoi t'as pas chargé la charrette? Puis là, on en est au même point. Mais en fait, c'est que le futur qui te dit si tu as eu raison ou pas. Donc forcément, quand tu as une boîte à faire tourner, c'est encore pire, quoi. Moi, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin, mais tu as quand même des regrets quand ça monte ou que ça baisse. Donc voilà. Ouais, pour vous, c'est pas évident, hein, je suppose, de gérer ça. Puis bon, je pense que ton loyer ou l'URSSAF et tout, ça se paye pas
Non. Pas en Solana, quoi. Non, pas encore, pas encore. Je sais pas si on va y arriver, mais ouais, non, mais du coup, j'avoue que c'est assez passionnant comme sujet. Et là-dessus, tu vois, nous aussi, on a dû beaucoup, beaucoup travailler parce qu'en fait, la législation, elle est floue. C'était pas clair ce qu'on pouvait faire au début, ce qu'on doit faire. Enfin bon, voilà. Donc, mais c'est passionnant, mais encore une fois, ça, c'est vrai que c'est une barrière à l'entrée en tant que créateur d'entreprise dans le Web3. Après, ce qui était rigolo, c'est que on discutait avec d'autres jeunes entreprises comme nous. Et en fait, tout le monde était tellement perdu que c'était rassurant, quoi. On se disait, bon, on ne sait pas où on va, mais on y va tous ensemble. Voilà. Et voilà, quoi. Et on verra. Ok, super. J'ai des questions de la fin. Je ne sais pas s'il y avait encore quelque chose dont tu voulais parler sur ton business. Sur mon business, non. Après, je recommande toujours le même bouquin aux gens qui sont curieux Ok. sur le monde de la blockchain, voire du Web3. Mais un truc, enfin, moi, vraiment, il y a un livre très simple que je file autour de moi, sur lequel j'ai zéro part. Hein. Ça s'appelle Bubble or Revolution. Voilà, disponible sur Amazon. Et bon, c'est écrit par des product managers, j'avoue. La famille. La famille de Facebook et Meta. Et franchement, c'est très clair, en fait. Tu vois, c'est des gens qui ont compris. De toute façon, un product manager, c'est ça, c'est quelqu'un qui est entre la technique et le client, tu vois, qui comprend. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui, normalement, est capable de vulgariser bien des choses complexes. Bon, il y a potentiellement d'autres qualités, mais voilà. Et là, vraiment, c'est très bien fait. Et je trouve que voilà, c'est 200 pages qui valent la peine. Et je connais peu de gens qui en sont sortis de ce livre en disant j'ai rien compris, quoi. Ok. Voilà. Donc, Bubble or Revolution, c'est ça? Ouais, du coup, oui, ça c'est en anglais, mais bon, trouvable en français aussi. Ah, il existe en français. Ok. Ouais. La bulle ou la révolution? Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. La bulle de savon. Ouais, non, mais ouais, super. En fait, moi, pour être, je vais le dire pour les auditeurs du podcast, je demandais souvent les livres. Mais en fait, notamment dans l'investissement immobilier, c'est toujours les mêmes livres qui reviennent. Et du coup, j'ai enlevé cette question parce que je trouvais que voilà, c'était pour qu'on me répète pour la 5e fois le même livre. C'est pas la peine. Mais là, pour le coup, ça a été. Et je sais que dans les cryptos et tout ça, il y a peu de livres. Donc, c'était pas prévu, mais c'est très bien que tu nous partages ça et je vais essayer de le lire, du coup, ce livre, du coup, Bubble or Revolution. Ah bah écoute, quand tu l'auras lu, avec plaisir pour échanger, Ah ouais. c'est toujours des bonnes questions, ouais. Ouais. En ce moment, je lis, juste pour la petite parenthèse, je relis un très bon livre, L'autoroute du millionnaire. Si tu l'as pas lu, je peux te le conseiller. Et en plus, j'ai fait un épisode de podcast avec quelqu'un qui a voyagé en Asie, qui l'a raconté dans son livre. J'arrive enfin à la fin. Et trop bon livre. Et surtout, là, je vais faire dans la semaine prochaine, ce sera un épisode sur le guide du squatteur immobilier. On va faire un épisode. Donc, toutes les techniques pour, forcément, quand tu es un investisseur, ta pire hantise, c'est les squatteurs. Et donc, il y a un livre qui existe, voilà, qui traîne sur les blogs un peu zadistes ou dissidents, le guide du squatteur. Donc, ça va être ma prochaine lecture là de ce week-end pour faire mon épisode. Donc, ce sera sûrement l'épisode de la semaine prochaine, le guide du squat. Trop bien. Donc, le guide du squatter. Et l'autre bouquin dont tu parlais, c'est quoi? Alors, le livre super connu, L'autoroute du millionnaire, que te recommander. L'autoroute du millionnaire c'est en fait, c'est un livre. Alors, quand tu es investisseur immo, beaucoup de gens le connaissent, mais c'est un gars qui dit en gros, moi, je voulais pas rouler en Lamborghini à 60 ans, quand je peux pas monter dedans, que tu as l'air idiot et tout, je vais en beau tout de suite. Voilà, tu fais pas le chemin des piétons. Donc, à un moment, il parle un peu, il dit l'immobilier, c'est entre les deux, entre le gars qui va économiser tous les mois et puis le gars qui est sur l'autoroute. Lui, il a créé une boîte où il vendait des leads en fait pour des sociétés de limousine et puis il a gagné beaucoup d'argent comme ça. Il a dit. Puis il commence le livre, en gros, il dit voilà, j'ai une Lambo, j'ai une maison elle est tellement grande, il y a des pièces, j'y vais pas pendant des semaines et tout. Il est forcément, il est un peu un peu pushy ou voilà provocateur, mais ça fait du bien, tu vois, dans ce monde où tout le monde est toujours oui, mais qu'en pensent les pauvres, comment s'en sortent les gens qui vivent avec seulement ça. Alors forcément, il faut tenir compte de tout le monde, mais justement de tout le monde et aussi des mecs qui te racontent comme ça. Donc voilà. Ok, des petites questions. On va faire court pour la fin.
Qu'est-ce qui va faire que ton business il va fonctionner ou qui fonctionne selon toi? Trouver des clients déjà, je suppose. Effectivement, mais la question, c'est lesquels, en fait. Ouais. Parce que cette question est extrêmement pertinente pour nous, parce que c'est une question qu'on se pose là, en fait. J'ai dit au début, on a démarré avec des entrepreneurs, on est arrivé beaucoup plus sur des marques. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher ou pas? Moi, je pense que moi, je suis très, très optimiste sur, de toute façon, je l'ai dit, sur le Web3 et même sur notre équipe. Voilà, je trouve que on a des super profils, donc pour moi, ça va marcher. Mais c'est vrai que le contexte, déjà, va changer les choses. Tu vois, là, c'est possible qu'on rentre dans un bear market, c'est-à-dire un marché descendant ou assez stable, pas top pour les crypto-monnaies et donc le monde blockchain en général. Mais justement, c'est peut-être aussi intéressant pour y construire en toute quiétude, en toute sérénité, puisque nous, on est des constructeurs. Donc moi, le contexte, finalement, je suis pas sûre que ça pourrait nous aider, c'est sûr, ça pourrait faire exploser le business, mais je pense pas que ce soit si déterminant, parce que pour moi, c'est une trame long terme et voilà. Non, mais ce qui peut faire que ça marche ou que ça marche pas, tu sais, nous, vu qu'on vend du service, on vend des missions, on vend du temps et de l'expertise. Et pour moi, c'est les profils. C'est pour ça que c'est extrêmement important le recrutement. C'est est-ce que l'équipe qu'on va avoir, elle sera au top, elle pourra aborder des nouveaux challenges, elle pourra, si jamais il le faut, se réinventer dans 2 mois parce qu'on fera plus du tout la même chose. Si ça se trouve, ouais, c'est ça. C'est votre. Pour l'instant, vous n'êtes pas trop gros, vous êtes Ouais. nouveau là-dessus, donc vous pouvez à la limite peut-être que ça se trouve dans 12 ans, vous faites plus de NFT. Enfin, t'en sais rien, quoi. Exactement. C'est On possible. fera complètement autre chose. Ouais. Et c'est pour ça. Mais je pense que au final, la plupart des gens doivent te répondre ça. Finalement, pour moi, la clé, ça va être l'équipe, c'est sûr. Ok, trop bien. Je vais juste te poser encore une petite question. C'est marrant parce que j'ai écouté un podcast aujourd'hui où elle posait cette question. C'était qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Pas des NFT, je parie. Ah non. Ça aurait été trop bizarre. Waouh. Mais cela dit, c'est boulot improbable, genre compliance officer, tu vois, un truc comme ça, genre le boulot improbable quand t'as 8 ans. Non. Non, je voulais être écrivaine. Ok, tu vois, ouais. Franchement, on n'en est pas si loin d'un côté, tu vois, t'as ce côté art, t'as ce côté... Voilà, franchement, on n'est pas si loin du métier d'écrivain. Ouais, puis en plus, tu vois, j'ai lancé une newsletter, donc finalement, j'écris. Ok. Et puis finalement, tu vois, d'un point de vue philosophique, la blockchain, finalement, c'est une base de données immortelle, tu vois. Et quand tu veux être écrivain, tu veux être immortel. Tu veux... Pour la postérité. Oui, tu veux que ta pensée, elle reste quelque part dans des pages. Et finalement, écrire sur la blockchain, c'est encore mieux, quoi. Ouais, voilà. Okay. Et en plus, personne ne pourra surinterpréter ou mal interpréter tes dires. Ok, ouais. Trop bien. C'est vraiment l'enfant qui se réveille et qui dit mais oui, c'était exactement ça que je voulais. Ok. Et est-ce que tu aurais un invité ou une invitée à me recommander? Ouais, ça, j'ai quelqu'un qui me passe en tête. J'ai rencontré énormément de gens passionnants dans le Web3. Ça aussi, c'est trop bien. Depuis que franchement, mettez Web3 sur votre profil LinkedIn, vous verrez, vous ferez des rencontres étonnantes. Franchement, trop cool. Mais il y a une personne qui m'a particulièrement marquée, c'est Bilal de Equisafe, Pirates Labs et Dogami. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Honnêtement, pas du tout. Mais justement, c'est pour ça que... Bilal El Alami. Et en fait, c'est vraiment un technique absolument visionnaire, à la fois sur ce qui peut se faire avec la blockchain, le métaverse, les jeux surtout. En fait, lui, il était CTO de Dogami. Dogami, c'est une collection NFT, mais c'est surtout
un jeu avec des chiens dans le métaverse où tu élèves des chiens comme des Tamagotchi. Et voilà, et je trouve que c'est une personne qui a une vraie vision de ce que ça pourrait être et qui en même temps le point de vue technique, donc qu'est-ce qui est réalisable et qui, de par ses expériences aussi dans la finance, a aussi une notion vraiment du marché, de ce qui peut marcher en termes d'économie et du marketing. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de super bon dans son domaine. Et pour Bye Bye Patron, c'est aussi passionnant parce qu'il a monté plein de boîtes. Là, il vient de monter un incubateur pour les sujets Web3 qui s'appelle Pirates Labs. Voilà, l'objectif, c'est de devenir le Y Incubator Ouais, incubator, c'est un incubateur de start-up ou de grosses sociétés tech sont passées, ouais. C'est ok, ça. Trop bien. Et voilà, du coup, c'est là que je ok. recommanderais, ouais. Eh ben, super. Et la toute dernière question, donc tu as une newsletter, et si on veut te contacter, comment on fait? Alors, moi, je suis surtout présente sur LinkedIn. Donc, passer par là, c'est le mieux. Sinon, par mail, mais en fait, non, c'est quand même mieux LinkedIn. Ok, LinkedIn. Camille de Peretti. Exactement. Et ma newsletter, c'est wagmi-nft.xyz. C'est aussi disponible sur mon profil LinkedIn. Ok, donc elle est sur le profil. Je mettrai ton profil, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Eh ben Camille, ça m'a fait super plaisir de parler de tout ça, de parler NFT sans parler spéculation et tout ça, vraiment un peu du fond du truc et puis à quel point c'est innovant. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis j'espère, je devais passer à Paris, ça a été annulé. Je passerai dans cette belle ville. Et puis du coup, voilà. Et ben merci beaucoup et puis je te souhaite une très bonne soirée. Bye bye. Merci Thibaut, bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, je fais tout pour que les podcasts ils durent 1 heure, mais c'est compliqué. Comme vous voyez, les invités ont toujours beaucoup de choses à nous raconter et à nous apprendre. Donc, en 1 heure, on n'arrive pas forcément à tout faire tenir. Désolé si ça vous fait faire un tour de stade en plus ou pousser encore plus lourd à la salle. Je pense notamment à Sheik et Joss. Voilà. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner au podcast si c'est pas fait, à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. J'en ai déjà parlé, mais j'ai à peu près une note toutes les 1000 écoutes et un commentaire tous les 10 000 écoutes. Donc, si vous voulez me faire un petit commentaire ou alors partager en story cet épisode avec quelqu'un qui est notamment peut-être une femme qui veut se lancer, quelqu'un qui veut comprendre ce que c'est les NFT ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas, partagez, notez, commentez. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine et je pense que ce sera l'épisode tant attendu du guide du squatter avec un invité d'exception. Allez, bonne semaine à tous, bye bye.